Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver. C'est un immense plaisir de vous retrouver avec ce beau soleil printanier pour le dernier épisode de cette série qui s'appelle Sortir du dogme de l'idéologie. Vous avez vu au travers de 5 épisodes, on a essayé d'illustrer dans différents domaines qui nous intéressent, de la santé particulièrement, de la santé du vivant en particulièrement, le jeûne, l'exposition au froid, l'alimentation, à quel point une démarche qui est dite dogmatique, idéologique, ne fonctionne pas. Ne fonctionne pas. Parce que le vivant demande de la nuance, de l'adaptabilité, demande de l'écoute, de la réceptivité, et que finalement, on se fait mal, et on est dans l'erreur automatiquement dès lors qu'on est dans une démarche figée, absolue. La règle c'est ça, la règle c'est ça, la règle c'est ça. On l'a illustré dans de nombreux domaines, et vous avez été très très nombreux à plébisciter, j'arrive à le placer à chaque début de vidéo, vous avez été très nombreux à plébisciter ces vidéos, et j'en suis ravi, parce que je pense que c'est le signe, si tu veux, c'est important pour moi, parce que si tu veux, quelqu'un qui vous dit ouais, le jeûne, ça marche tout le temps, c'est fabuleux, c'est incroyable, ça va te changer la vie, c'est a priori plus séduisant que quelqu'un qui te dit ah, c'est un outil très puissant, mais il y a des contraintes, il y a des règles, il va falloir les connaître, il va falloir t'impliquer, il va falloir faire des essais, il va falloir faire des erreurs, et ainsi de suite. Et je suis content de voir que vous êtes quand même sensible à ce deuxième discours, de se rendre compte qu'en fait, c'est la prise de responsabilité, et c'est tout le cœur du message que je veux porter, cette prise de responsabilité, de dire ok, moi je vais faire le chemin, moi je vais faire l'expérience, et j'attends pas d'un autre qui le fasse pour moi et qu'il me dise c'est comme ça, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, et tout sera résolu. Parce que c'est pas comme ça, le vivant ne marche pas comme ça, le vivant est par nature vivant, il évolue tout le temps, et pour s'y adapter, il n'y a que toi qui vas pouvoir le faire, et donc il faut le connaître, il faut l'entendre, il faut l'écouter. Et donc dans ce dernier épisode, j'avais vraiment envie d'élargir le prisme, parce que souvent on peut avoir tendance à penser que les gens qui rentrent dans une approche dogmatique, très idéologique de la santé ou de tout autre domaine de la vie, sont des personnes qui sont pas intelligentes, font preuve de bêtises ou des choses comme ça. Et je pense que c'est tout à fait faux. Je pense que c'est tout à fait faux. Il y a des gens très très intelligents, même extrêmement intelligents, peut-être parfois trop intelligents, qui peuvent rentrer dans des démarches totalement dogmatiques et idéologiques. Parce que le problème n'est pas un problème d'intelligence, le problème est un problème d'ignorance, et d'abord et avant tout de peur. Voilà. Je pense que la réponse idéologique est une réponse, une volonté de contrôle par rapport à la peur du vivant. Et le dogme, il vient pas d'un excès de pensée, il vient d'une peur. Le vivant, il dérange. Le vivant, il dérange parce qu'il n'est pas prévisible, parce qu'il ne rentre pas dans les cases, il bouge tout le temps, il compense, il improvise, il s'adapte. Le vivant, ça dépend. Je vous dis tout le temps, ça dépend. T'imagines, c'est hyper frustrant en fait. Le gars, il te dit, ouais, qu'est-ce que tu penses de ceci, cela? Et le gars, il te répond, ça dépend. Alors tu vas te dire, le mec, il se fout de moi. Mais non, il ne se fout pas de toi. Au contraire, c'est le meilleur chemin pour aller vers le vivant. C'est accepter le ça dépend. Accepter que la réponse, c'est ça dépend. Et ça dépend de quoi? Ça dépend de toi. Donc il y a un moment où tu ne vas pas pouvoir faire l'économie d'y aller. Et cette difficulté, ce vivant qui ne se met pas dans les cases, eh bien, il est pour certaines personnes qui ont besoin de rentrer, de codifier les choses, il est insupportable. Et le dogme, il commence là où la vie déborde d'une certaine manière. Le problème, ce n'est pas la complexité du vivant. Le problème, ça n'a jamais été la complexité du vivant. Le problème, c'est notre incapacité à gérer sa liberté. C'est notre peur face à sa liberté. Et ça, c'est vraiment la thèse centrale pour moi. Et on le voit partout. On le voit absolument partout. Regardez, je n'ai cessé de le mettre en lumière. Regardez par exemple l'approche médicale moderne. L'approche médicale moderne du décor vivant est une approche qui s'est bâtie essentiellement, la physiologie s'est bâtie essentiellement sur l'étude des corps morts, via la dissection. Donc, comment veux-tu comprendre le vivant à partir de l'étude des corps morts? Alors, un corps mort, c'est facile, c'est pratique, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas, c'est figé. Donc là, tu cales le truc, tu dis, oh, ça ne bouge pas, c'est toujours la même chose. Ben oui, bien sûr, puisque c'est inerte, il n'y a plus la vie. Donc c'est toujours la même chose, c'est un bout de barbac. Et puis de la même manière, cette médecine moderne s'est basée en grande partie maintenant sur les corps figés. C'est-à-dire on te fait une analyse de sang à un instant T, et puis on va mesurer un biomarqueur à un instant T, et on pense qu'avec une photographie figée, on a compris le vivant. C'est comme si, enfin, je veux dire, quand tu vois quelqu'un pris en photo, c'est pas la personne.
c'est une image, c'est un reflet à un instant donné de la personne, mais il manque quelque chose. C'est-à-dire pour ça que souvent on apprécie beaucoup la vidéo, parce que la vidéo, elle met le mouvement, elle met la vérité. Elle met la vérité au centre de l'équation. Et donc, quand tu fais une photo à un instant figé, ben, tu ne rends pas compte du vivant. Hein. Le vivant, ce n'est pas une photo, c'est une dynamique. Et ce qu'il faut bien comprendre, et ce que visiblement la médecine moderne n'a pas compris, ou en tout cas certaines branches de la médecine moderne, parce qu'il ne faudrait pas mettre tout le monde dans le même panier, c'est que un être vivant, ce n'est pas un cadavre qui bouge. C'est beaucoup, beaucoup plus que ça. Et le vivant, il a une propriété qui est essentielle et qu'il faut vraiment comprendre. C'est un mot que je n'ai pas encore beaucoup utilisé et pourtant qui est très présent dans certaines branches de la biologie moderne. C'est que le vivant est une propriété émergente. Qu'est-ce que ça veut dire une propriété émergente? Une propriété émergente, c'est une propriété qui ne peut pas, enfin, qui résulte de l'interaction d'éléments, de briques fondamentales, mais qui ne se retrouvent pas dans les briques fondamentales elles-mêmes. C'est-à-dire que ce sont des éléments que tu mets ensemble, et la propriété émerge du fait qu'elles soient ensemble, et n'est pas réductible à chacun de ces éléments. Ce que ça veut dire, c'est qu'un corps humain, la vie, émerge, et ça on va y revenir d'ailleurs, parce que je ne suis même pas d'accord avec ça, mais la vie émerge de l'ensemble des organes, des systèmes qui sont présents dans le corps, et ce n'est pas en étudiant chaque système séparément que tu vas pouvoir comprendre la vie. Et ça, c'est un gros problème. La conscience, par exemple, elle n'est pas dans un neurone. Comme la santé n'est pas dans le foie, la santé n'est pas dans le cœur, la santé n'est pas dans le système circulatoire. La santé, elle est dans l'interaction entre tous ces phénomènes. L'immunité d'un corps n'est pas dans les globules blancs. L'immunité d'un corps est dans un ensemble de systèmes, d'abord le système mucosal, énormément de systèmes qui travaillent, qui respirent, qui fonctionnent ensemble, et de l'alliance de ces systèmes, c'est ce qu'on appelle une propriété émergente, eh bien, naît la santé. Ce qui compte, c'est l'organisation, la dynamique, la relation, l'interaction. Et pour le dire simplement, une propriété émergente, j'avais noté, c'est quelque chose qui n'existe pas dans les pièces isolées, mais qui apparaît quand les pièces entrent en relation. Le tout fait apparaître quelque chose que les parties seules ne connaissent pas. Et donc, on va voir très rapidement les limites de l'approche rationaliste, réductionniste, finalement, qui étudie chaque petit élément et qui pense avoir compris le tableau complet. Ça ne marche pas, puisque c'est une propriété émergente. Donc la propriété émergente, elle n'est pas dans les petits éléments, elle est dans le tableau complet. La vie apparaît dans les relations, et le corps ne fonctionne pas comme une machine. Il fonctionne comme un vivant. Et ça c'est vraiment dérangeant. C'est vraiment dérangeant parce que il faut bien comprendre que le corps, il fait des choix. Il ajuste, il détourne des ressources, il compense ça et là. Parfois, tu vois apparaître des symptômes, et parfois, c'est un bon signe. Parfois, tu vois apparaître des symptômes, et c'est un mauvais signe. Alors, tu es là, oh. Ah oui, ça, c'est compliqué. C'est compliqué, parce que si tu veux écrire une règle, tu dis, bon, quand il y a des symptômes, c'est signe de... c'est signe de rien, en fait. C'est signe de rien. Ah, merde. Oh, non. Alors que, qu'est-ce qu'a fait l'approche moderne réductionniste? Elle a dit, quand il y a des symptômes, c'est un problème. D'accord, ok. Mais ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Je veux dire, n'importe quel physiologiste, et il faut remonter très très loin, parce que c'était déjà connu du temps d'Hippocrate. La fièvre, par exemple, est un mécanisme de régulation à l'échelle du corps. Couper la fièvre est une erreur fondamentale. La fièvre est un symptôme. Est-ce que c'est un problème? Non, au contraire, c'est une solution. C'est une méthode qu'a mis en place le corps pour gérer des états dans lesquels il y a des proliférations bactériennes, par exemple, qu'il a du mal à contrôler autrement. Il élève la fièvre pour élever le métabolisme. L'inflammation. L'inflammation, est-ce que c'est un problème? Ça dépend. Oui, parce que parfois, tu as ton organisme qui est tellement épuisé qu'il n'arrive plus à réguler l'inflammation, parce qu'il n'y a plus assez de cortisol, par exemple, qui est l'hormone qui régule l'inflammation principalement à l'échelle du corps. Donc ça, c'est un signe d'épuisement, et c'est un problème. Mais parfois, l'inflammation, après un exercice sportif, par exemple, l'inflammation post-exercice, au contraire, c'est le meilleur moyen de construire des muscles, des tendons, des tissus conjonctifs et des tissus musculaires beaucoup plus forts. Donc, est-ce que c'est un problème? Et t'imagines, et c'est ça, le dogme apparaît à partir du moment où tu n'arrives pas à mettre un mot, tu n'arrives pas à mettre quelque chose de figé. Et c'est ça avec le corps humain qui est très compliqué si on s'intéresse particulièrement à la santé, parce qu'il peut aggraver un symptôme, par exemple pour sauver l'essentiel, il peut sembler aller mieux alors que finalement il se replie, il peut sembler aller plus mal alors qu'il relance un nettoyage. Alors le corps, il n'agit pas comme un technicien, il agit comme un vivant, et un vivant ne poursuit qu'un seul but, et ça c'est fondamental, c'est la vie.
Voilà, le vivant va vers la vie en permanence. Il y a une seule chose que je sais, et ça ne tient pas du dogme, hein, ça tient de la posture liée à l'observation. S'il y a une seule chose que je sais, c'est que le vivant, toute sa vie, tout le temps où il est vivant, tout le temps où la vie traverse nos corps, nos organismes vivants, le vivant va vers la vie. Et tout peut être compris dans ce terme de propagation de la vie en permanence. La vie nous inonde. Et d'ailleurs, on va le voir tout petit peu plus loin. Et le problème, c'est le réductionnisme. Hein, parce que, alors on va me dire, voilà, tu vas faire un pamphlet anti-scientifique. Non, effectivement, la science réductionniste qui consiste à étudier chaque élément et puis finalement à l'étudier de plus en plus précisément, le fonctionnement de la cellule, puis le fonctionnement de la mitochondrie, puis le fonctionnement de ceci, de cela, puis rentrer de plus en plus profond, il a son intérêt. Il a son intérêt, j'en démords pas. Le problème, c'est qu'il ne nous permet pas de comprendre la vie. Parce que la vie est une propriété émergente. Il ne nous permet pas de comprendre la vie. Ce n'est pas en comprenant chacun des petits éléments. Quand je vois des chercheurs, par exemple, qui passent leur vie à étudier un micro-phénomène à l'échelle d'une mitochondrie, d'une cellule, je dis, voilà, ils étudient un micro-phénomène à l'échelle d'une mitochondrie, d'une cellule. Ils ne comprennent pas le vivant. C'est deux choses totalement différentes. Découvrir n'est pas comprendre. Hein, comprendre, c'est prendre avec, c'est être englobé dedans. Découvrir n'est pas comprendre. Et le tout n'est pas réductible à la somme des parties. Alors, le réductionnisme, l'approche scientifique, analytique, réductionniste, elle nous montre des pièces. Et c'est intéressant. Mais elle ne suffit pas à révéler la vie. La science, j'avais écrit, la science éclaire le réel, mais elle n'est pas le réel. Et ça, c'est très difficile à comprendre. D'ailleurs, tu peux prendre un philosophe comme Hegel, par exemple. Pour lui, le réel, c'est le rationnel. Voilà, il n'y a rien d'autre que le rationnel. Parce qu'il a un outil qui fonctionne sur le rationnel. L'approche scientifique réductionniste fonctionne sur le rationnel. Donc il dit, il n'y a rien d'autre que ça. C'est une folie. On sait très bien qu'il y a énormément d'éléments de notre vie qui ne relèvent pas du rationnel. L'amour, le courage, les émotions, la peur, voilà, l'empathie, et ainsi de suite. Enfin, plein de phénomènes, sans parler des tas d'autres phénomènes qui sont non quantifiables, hein, qui ne relèvent pas du rationnel et pourtant qui existent. Et le risque, et c'est là où commence le dogme, c'est que quand quelque chose s'échappe du dogme, il n'existe pas. On le nie littéralement. Hein. Alors, je vous ai dit, la vie est émergente. La vie est une propriété émergente. Ça, c'est fondamental. Si vous devez reconnaître quelque chose de cette vidéo, c'est la vie est une propriété émergente. Ce n'est pas en étudiant un foie, un cœur, un organe, une cellule que vous allez comprendre la vie. Et vous allez voir un peu plus loin dans cette vidéo où je veux en venir. Mais la santé, elle aussi, est émergente. On ne fabrique pas la santé. Hein, on crée les conditions dans lesquelles elle apparaît. Et d'ailleurs, voilà, quand je dis la santé est une propriété émergente du vivant, c'est évident. Elle n'est pas dans un organe isolé, elle n'est pas dans un chiffre ou dans des biomarqueurs. Elle apparaît quand les grandes fonctions commencent à dialoguer. D'ailleurs, moi, je le dis très très souvent, votre santé, qu'on peut assimiler à votre vitalité, parce que c'est la même chose, ce sont des concepts très anciens, mais qui sont particulièrement pertinents à une époque où on n'avait pas encore la science réductionniste, et donc on ne ratait pas la cible, parce qu'à force de s'intéresser aux micro-détails, on rate le tableau d'ensemble. Votre organisme, votre corps, est beaucoup plus, comment dire, est beaucoup plus, on mesure beaucoup plus son état de santé par la qualité de la relation entre les organes, par la qualité de la communication entre les organes, que par la qualité des organes eux-mêmes. Ce n'est pas la qualité de votre foie, de votre cœur. C'est la qualité de la relation entre votre foie et votre cœur. Hein, c'est la qualité entre la relation entre votre système digestif et votre système immunitaire. C'est ça qui va faire que vous êtes ou non vivant. Le cœur en lui-même, tout seul, il ne peut rien. Tout seul, il est impuissant. Un cœur tout seul, ça fait quoi? Ça fait rien. Il est incapable de fonctionner. Il n'est pas vivant, il n'est pas la vie. Il lui manque plein de choses. Et cette circulation, hein, qui est la santé, eh bien, on retrouve directement, quand je vous dis la santé est une propriété émergente, on retrouve directement ce que nous disait par exemple Ambroise Paré. Ambroise Paré, médecin, physiologiste, biologiste du XVIe siècle, donc 1500 et quelques, au début des années 1500, hein, qui nous dit « Moi je soigne et Dieu guérit ». Tu dis « Moi je soigne et la vie guérit ». Peu importe, ça me va. « Moi je soigne et Dieu les guérit ». Ça, il a compris. Il a compris qu'est-ce que c'est que la nature du vivant. Il a compris qu'est-ce que c'est que la nature de la santé. Il a compris que la santé est émergente. Et c'est un truc qu'on a complètement oublié. C'est-à-dire que 5 siècles plus tard,
6 siècles plus tard, hein, 6 siècles, non, 5 siècles, 5 siècles plus tard, avec tous nos outils, ben on passe complètement à côté de cette vérité qui est absolue. C'est moi je soigne, c'est-à-dire que ce que tu vas pouvoir apporter du soin ou pas, et c'est là où il va falloir être intelligent et apporter quelque chose qui relève du soin, mais tu ne peux pas prédire. Tu ne peux pas prédire la guérison. Tu ne peux pas dire ça va vous guérir à coup sûr. Et ça, les dogmes, ils ne supportent pas. Une approche dogmatique, elle veut du résultat à coup sûr. Elle veut du résultat systématique pour tout le monde. Et toi, tu dis, bah non, ça dépend. Moi, je soigne et puis après, à la grâce de Dieu, à la grâce de la vie. Insupportable. Carrément insupportable. C'est pour ça qu'on a arrêté de guérir les gens et qu'on a commencé à supprimer les symptômes. Je suis désolé, hein, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas entendre ça, mais actuellement, on ne guérit pas les gens. Tu ne guéris pas les gens avec un traitement qui fait baisser la fièvre, d'accord? Tu supprimes simplement le symptôme. Tu ne guéris pas les gens avec des anti-inflammatoires. Tu supprimes le symptôme. Tu ne guéris pas les gens avec je sais pas moi, des médicaments antidiabétiques, là, qui boostent la production d'insuline ou des choses comme ça. Non, tu guéris, tu masques le symptôme. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? On fait ça parce que il était tellement insupportable de se retrouver face à ce ça dépend, hein, que on s'est dit finalement, c'est plus supportable de simplement soigner, on veut un systématisme des résultats, et quand on veut un systématisme des résultats, étant donné que la vie ne correspond pas, parce que c'est une propriété émergente et que la santé est une propriété émergente, étant donné que ça ne correspond pas à ce systématisme, alors on va faire autre chose. Et on va donner l'impression d'eux. C'est pour ça que je dis que ça s'apparente plus à de la prestidigitation qu'à de la guérison. Je veux dire, si tu guéris quelqu'un, une guérison, ça veut dire que la personne n'a plus besoin de béquilles. Elle va mieux après coup. Quand tu regardes le devenir de toute personne qui avance sa vie dans le modèle actuel, c'est chaque année davantage de pilules, chaque année davantage de béquilles. Il n'y a pas de guérison là-dedans. C'est pas de la guérison. C'est du mensonge, et tu tiens debout à peu près, sauf que tu ne vois pas toutes les bouts de bois qui t'étaient et finalement qui te permettent d'avancer, et tu es de plus en plus handicapé, de plus en plus dépendant. On ne fabrique pas la santé, on prépare son apparition. Et c'était l'intuition géniale d'Ambroise Paré. Hein. Il n'avait pas la biologie moderne, mais il avait quelque chose d'essentiel. Le soignant accompagne la vie accomplie. Et 5 siècles plus tard, cette intuition, elle n'a pas vieilli. Au contraire, nous pouvons intervenir, mais nous ne produisons pas mécaniquement la guérison. Je vous ai dit, la vie est une fonction émergente. Moi, j'irai plus loin. Parce qu'on pourrait se dire, voilà, finalement, on assemble des tas de cellules ensemble, voilà, on met de la circulation, on met de l'énergie nerveuse, et là, la vie apparaît. Vous y croyez, vous? Moi, non. Moi, ça ne marche pas comme ça. Je ne dirais pas que la vie est une fonction émergente, mais je ne crois pas que c'est l'émergence qui crée la vie. Je crois au contraire que c'est la vie qui crée l'émergence. La vie traverse la matière, et la vie organise la matière de manière émergente, de manière à ce que la matière puisse soutenir la vie. Oui, le vivant, il est émergent. Oui, certaines propriétés apparaissent à un certain niveau d'organisation. Mais pour moi, l'émergence n'explique pas tout. Elle décrit comment la vie se manifeste. Elle n'explique pas pourquoi la matière a cette capacité de devenir vivante. Et ça, c'est une question fondamentale. C'est même un abîme. Et c'est là, je crois, où il y a vraiment le moment de fracture avec le dogme. La vie n'est pas un produit endogène de la matière. Endogène, c'est-à-dire qui vient de l'intérieur. La vie est une propriété exogène qui traverse la matière. C'est un mystère. Voilà. Je ne peux pas le dire autrement, c'est un mystère. C'est un mystère. Et je vois vraiment souvent notre vie, on est comme au bord d'un précipice et avec un immense abysse. Hein, et c'est la vie. C'est quelque chose d'ouvert, de grand ouvert devant nous. Alors, on sort de cet abîme. On sort de cet abîme, mais on l'a oublié. Et on passe une bonne partie de notre vie à vaquer à nos occupations sans faire attention au ravin qui est à côté de nous. Et puis, parfois, fort d'un accident de la vie, on vient se rappeler qu'il y a cet abîme. Et là, la démarche normale de tout individu,
c'est de se rapprocher de cette immensité. Tu imagines être sur le bord d'un fjord en Norvège, tu vois, avec le grand tout face à toi, extraordinaire, tu vois. Et cette vie, elle nous appelle à tout moment de notre vie. Tout individu, je pense, entend l'appel de la vie. La vie, elle nous appelle, elle nous rappelle. Elle nous dit, tu viens de moi, tu m'es redevable, tu viens de moi. Et la tentation de tout individu, et ce que je vous propose dans ces vidéos, ben, ça serait d'y plonger littéralement. Quand on parle de jeûne, de douche froide, d'exercice physique, de repentance, de foi, qu'est-ce que c'est? C'est simplement plonger, se jeter, faire cette avancée, et se dire, je m'abandonne à la vie. Et là, hop, il y a quelqu'un qui arrive sur le bord de la falaise, dit, oh là 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 là, mais mon Dieu, ça c'est le démagogue, enfin c'est le démagogue, c'est l'idéologue. Hein. Il dit, oh là là, qu'est-ce que tu allais faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je vais sauter, je vais m'abandonner à la vie. Mais attention, mais c'est dangereux. C'est dangereux, ne fais pas ça. Surtout que tu peux faire à peu près pareil, mais sans le risque. Hein, comment ça? Mais regarde, moi je vais te dire comment fonctionnent les nuages, je vais te dire comment fonctionne la résistance de l'air, je vais te dire quelle profondeur a ton abîme, je vais commencer à te donner des tas de variables et tout, il te farcit la tête avec tout ça. Mais ce faisant, tu plonges pas. Tu plonges pas, tu restes toujours sur le bord de la falaise et jamais tu goûtes à la vie. Parce que l'idéologue a tellement peur de sauter lui-même qu'il veut t'empêcher de sauter. Parce que l'idéologue, il veut que tu sois exactement comme lui. Parce que ta liberté de sauter serait insupportable pour lui qui a trop peur pour sauter. Donc il essaie de faire en sorte que tout le monde ait peur, de te transmettre sa peur et puis de te vendre des solutions à la petite semaine. Oui, moi, je connais des compléments alimentaires qui miment le jeûne. Donc, va pas jeûner. C'est bon de manger quand même, c'est la convivialité, quand même avec les copains, tout ça, l'apéro, les olives, les petits anchois, tout ça, le petit piment. Quand même, la vie c'est ça, tu vas pas t'emmerder à jeûner, prends une pilule, et ce faisant, eh ben, tu ne plonges pas dans la vie. Tu ne plonges plus et tu n'expérimentes plus la vie. La vie, c'est un pas de foi. Tu es sur le bord de cet abîme et la vie, elle t'appelle. La vie, elle te dit, redonne-moi les conditions normales. Quand je vous parle de jeûne, je vous ai dit, le jeûne ne guérit rien. Le jeûne laisse simplement la vie s'exprimer. Le froid, le chaud, l'exposition aux éléments ne guérissent rien. Ils permettent simplement à la vie de s'exprimer parce que la vie demande ces modulations, elle demande ces stimulations. C'est ce que demande la vie. Et toi, tu vas dire, oh, ouais, je vais faire à peu près pareil. Mais non, il n'y a pas d'à peu près pareil. Il y a le pas en avant, le pas de la foi d'une certaine manière, cette plongée. Et puis, il y a la dimension biologique, mais il y a la dimension aussi plus psycho-émotionnelle et spirituelle. Hein, cette dimension de la repentance. Hein, cette repentance, c'est-à-dire vraiment cette prise de conscience intérieure, hein, qui ne demande pas des grandes démonstrations, hein, parce qu'on va en reparler de la repentance. Les idéologies et les dogmes adorent les repentances, mais les repentances publiques, les trucs où tu fais des grandes déclarations. En fait, tu te contentes de changer ta chemise, hein, ou ton sweat, hein, mais tu ne changes rien à l'intérieur. Alors que la véritable repentance, la repentance que la vie demande, c'est une repentance intérieure, silencieuse. Tu n'as pas besoin de faire de grandes démonstrations. Simplement, toi, en ton fort intérieur, tu reviens sur ta vie, tu reviens sur la manière dont tu as mené ta vie. Et là, ça commence souvent par ressentir à la fois une tristesse, mais une libération aussi. Tu dis, ok, maintenant je comprends pourquoi quelque part j'ai affligé la vie d'une certaine manière, pourquoi je n'ai pas respecté la vie, et j'en suis au stade où j'en suis. Et maintenant, je comprends qu'il faut que je fasse autrement. Et c'est ce plongeon. Les vidéos de Régénère, elles sont uniquement là pour ça. Elles sont là pour vous dire, vous qui êtes au bord de l'abîme, qu'est-ce que vous attendez pour aller donner sa chance à la vie? Plonger littéralement. Non, le jeûne c'est simple, le froid c'est simple, l'alimentation c'est simple, l'exercice physique c'est simple, le sommeil c'est simple, les relations aux autres c'est simple, pardon c'est simple, c'est un choix. On croit souvent que c'est un effort, c'est pas un effort, c'est un choix. Parce qu'à partir du moment où tu as fait un pas dans l'abîme, tu vas tomber de toi-même. L'abîme va t'appeler, il va t'aspirer. Et en même temps, tu vas te rendre compte que tu ne vas pas t'écraser au sol. Au contraire, non. Parce que tu vas être soutenu. Soutenu par quoi? Par la puissance de la vie. C'est ça la grosse différence. On pense qu'il faut qu'on fasse un effort surhumain. Non, l'effort, c'est dans l'autre monde. Dans le domaine de la vie te porte à condition que tu fasses le choix d'aller avec elle. Et c'est tout le propos de ces vidéos. Et c'est pour ça, moi, que je fais ces vidéos. Uniquement pour vous dire, à un moment, faites un choix. Le choix de la vie, le choix de l'humilité, le choix de la repentance, le choix de l'amour, le choix du pardon. Ça, ce sont des choix.
le choix du repos psychologique, le choix de l'exercice physique, le choix du froid, le choix du jeûne, le choix du chaud. Ça, c'est le choix et le risque, parce que c'est un risque. Et je me calme un petit peu, papy redescend. Le problème avec tout ça, je vous ai dit, c'est que tu auras toujours un idéologue pour t'arrêter sur le bord de la falaise et pour te proposer une autre solution, une solution à la petite semaine. Pourquoi? Parce que le réel est nié quand il dérange, quand il sort du dogme, et quand il sort de l'idéologie. Moi, je vous donne un exemple, c'est très simple. Vous êtes plus de 3 millions d'abonnés à cette chaîne, pas mal quand même. Je ne sais pas combien de millions et de millions qui regardaient ces vidéos, parce qu'entre le nombre d'abonnés et le nombre de personnes qui regardent ces vidéos, on a des dizaines de milliers de témoignages qui relatent des transformations, des ruptures de vie absolument extraordinaires, des situations qui étaient dites désespérées et qui repartent d'elles-mêmes, donc des guérisons incroyables, vraiment des choses absolument fabuleuses. Ça serait quoi l'attitude normale d'un individu face à un tel phénomène? C'est de dire, attendez, on arrête tout, là, il y a un truc là qui dépasse ce que l'on sait actuellement, on va l'étudier. On va essayer de voir si c'est vrai ou si c'est du fake, on va essayer de voir si c'est reproductible ou pas. Mais est-ce que c'est ça qui s'est passé? Est-ce que vous avez vu comment ça s'est passé? Mais pas du tout, pas du tout. Qu'est-ce qu'on vous a dit? On ne vous a pas dit, personne n'est venu discuter les dizaines de milliers de témoignages de personnes qui avaient vu leur vie transformée simplement en reprenant la responsabilité de leur vie, en disant oui aux vivants. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, ce Casasnovas-là, c'est un gourou, c'est un danger, regardez, il a menti ceci, il a dit cela, on a pris des petits bouts de phrases qu'on a montés en épingle. Attends, mais c'est scandaleux, il a dit que les enfants pouvaient jeûner. Oh là là, oui, non, qu'est-ce qu'il a dit après? Non, mais on s'en fout de ce qu'il a dit après, on s'en fout, il a dit, ils peuvent jeûner, c'est un danger, hop, les gardes, la milice, appelez la milice. Vous savez, on pense que les temps de l'Inquisition sont terminés, mais moi, des bûchers, j'en vois encore. Ce sont des bûchers médiatiques. C'est exactement la même chose. D'ailleurs, le système de délation anonyme qui a été mis en place par la Vébillud, je suis désolé, mais ça pue l'Inquisition. Ça sent très, très mauvais. C'est-à-dire que n'importe qui peut aller sur Internet, est encouragé à aller sur Internet pour dire voilà, celui-là, il ne pense pas droit, il ne pense pas comme il faut, il est dangereux. Moi, je voudrais le signaler. Et tu vas le signaler à papa, maman. Plutôt que d'exercer ta responsabilité, d'aller chercher par toi-même, d'aller comprendre ce qu'il y a à comprendre derrière, d'aller expérimenter et de te faire ta propre opinion. Ah non, je signale. Tout ce dont on a peur conduit à l'idéologie. Et d'ailleurs, quand je vous parle d'inquisition, c'est assez marrant parce que moi, je me souviens, petite anecdote personnelle, mais quand il y a 3 ans, j'ai été mise en examen et que j'ai été présentée devant la juge d'instruction, d'une certaine manière, elle m'a proposé d'abjurer. Abjurer, c'était pour ceux qui avaient la foi, et de leur dire renoncez, renoncez à votre foi et vous serez sauvés. Moi, qu'est-ce qu'elle m'a dit en filigrane? Elle m'a dit pourquoi vous ne prenez pas un petit boulot comme tout le monde? Et j'ai bien entendu, parce que le même discours a été tenu à ma femme Estelle un peu plus tard, ce que j'ai bien entendu, c'est ouais, on pourrait tout oublier. On me demande d'abjurer d'une certaine manière. Et d'ailleurs, je me souviens, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, mais écoutez, enfin voilà, qu'est-ce que vous pensez qui va advenir? Je veux dire, si, imaginons qu'on me mette en prison pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, alors je ne vois même pas comment on pourrait me mettre en prison quelques mois, vu qu'il n'y a pas de victime, mais bon, passons. Qu'est-ce que vous croyez que je vais faire en sortant? Je gueulerai 2 fois plus fort. Je crierai 2 fois plus fort mon amour, ma redevabilité, mon allégeance au vivant. Je ne peux faire que ça. Je ne peux faire que ça parce que je suis typiquement la personne qui était au bout du bout, qu'on avait diagnostiqué avec énormément de pathologies, dont la vie n'avait été qu'une lente descente aux enfers pendant des années et des années, alors que j'avais consulté des tas de spécialistes de la mitochondrie, machin chose, qui me disséquaient tout, qui analysaient tous mes biomarqueurs, mais qui en fait étaient incapables de me proposer un chemin pour que ma vie soit transformée, et que le jour où j'ai compris simplement que la vie, elle demandait de ma part un choix, et faire le choix d'aller dans le sens de la vie, choisis la vie et tu vivras, le jour où j'ai fait ce choix, ma vie a été radicalement transformée. Je suis passé de l'état de Maccabée à l'état de personne qui va sur ses 52 ans, ça fait une claque quand même, mais 52 ans, et donc c'était il y a presque 20 ans, puisque c'était en 2007,
on va fêter les 20 ans, enfin, fêter, je sais pas. L'été prochain, dans 1 an et demi, je fêterai les 20 ans. Mais voilà, la vie m'a tout donné. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je renonce à ça? Et c'est ça le truc, il va y avoir des tas de gens pour te dire sur le bord de la falaise, ne saute pas, ne saute pas, ne saute pas, ne saute pas. Mais une fois que tu as sauté, tu as compris. Une fois que tu as sauté, ils t'ont dit, tu vas t'écraser au sol, qu'est-ce que tu vois? Tu t'écrases pas au sol. Au contraire, il y a un temps, des fois, où ça descend un petit peu, bah ouais, la détoxification, le corps se remet en branle et ainsi de suite. Ok, mais ensuite, tu commences à monter, et toi, tu les regardes. Et eux, eh bien, ils te voient monter, mais ils sont là pour que les personnes ne te regardent monter. Ils disent aux gens, non, regarde pas regardez au sol en permanence. Regardez au sol, ne regardez pas les gens monter. Ne regardez pas les gens aller beaucoup mieux, parce que c'est du fake, c'est du mensonge, c'est du bullshit. Ça. Et puis, tu as tous les tenants de la méthode hypercritique, hein, les zélés idéologues de service, tu vois, les jeunes idéologues, là, la méthode hypercritique, ce qu'on appelle la méthode zététique, hein, qui est une méthode qui doute de tout à part du modèle dominant. Tu vois, leur truc, c'est on doute de tout ce qui est alternatif, on doute systématiquement, on va pousser la minutie du doute jusqu'à un extrême qui est absolument pathologique, mais par contre, on ne doute pas du modèle dominant. Oh non, ça, on ne va pas les questionner, tu vois. Et eux, ils te disent, non, regardez pas en l'air, regardez pas. Non, c'est une illusion. Non, tu vois quelqu'un là-haut? Non, il n'y est pas. Non, il est. Regarde-toi. Et puis tu crois que tu vas pouvoir monter? Non, mais vous planez complètement. Vous pensez que vous allez pouvoir vous extraire à votre condition? Tu penses qu'un diabète, ça se guérit? Tu penses qu'un cancer, ça se guérit? Tu penses qu'une immunodépression, ça se guérit? Non mais déjà sois bien content de survivre, d'accord? Et donc prends tes médicaments et ferme ta gueule. Voilà ce qu'on nous dit, voilà ce que nous disent les idéologues. Parce qu'ils ne supportent pas la liberté du vivant. Et ils ne supportent pas les gens qui croient à la liberté du vivant. Alors, pour terminer, entre guillemets, parce que l'idéologie ne vient que de la peur, je me souviens une fois, quelqu'un m'a posé la question, et il avait parfaitement raison, il m'a dit, d'après toi, quelle est l'antithèse de la peur? Quel est l'inverse de la peur? Courage, non, c'est pas l'inverse. Tu peux être courageux et avoir peur. Le courage, c'est arriver par le cœur à dépasser, à aller malgré ta peur, mais ce n'est pas l'inverse de la peur. L'inverse de la peur, c'est l'amour. Et je sais que ça peut paraître surprenant, paradoxal de parler d'amour dans un exposé sur la physiologie du corps, dans lequel on est censé parler de santé, mais je crois que l'amour est le grand absent de toute l'équation. L'amour est la puissance de la vie qui se répand à l'intérieur de nos organismes. Tout n'est que relation dans nos organismes. Tout système qui fonctionne de manière adéquate est un système de lien, de relation, d'empathie, d'entraide, de coopération. C'est un système d'amour. C'est un système d'amour et tout système qui oublie ce lien est un système qui dégénère littéralement. Le vivant repose sur le lien et ce lien trouve son nom le plus haut dans l'amour. Alors, là où le lien se rompt, j'avais écrit « les systèmes se dégradent ». Et chez l'être humain, ce lien prend un nom, c'est l'amour. Et vous savez, on peut extrapoler, j'ai jamais caché quelle était ma foi, hein, et dans l'évangile de Jean, je me souviens, Jésus dit « Dieu est amour ». Dieu est amour. Et au début de l'évangile de Jean, il dit aussi « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Alors, vous savez, moi je suis un petit catalan très simple, je prends les choses au pied de la lettre. Hein. J'ai toujours pris les évangiles au pied de la lettre et je pense que d'ailleurs Dieu se révèle d'autant mieux au cœur simple. Et si Dieu est amour et que j'ai dit je suis le chemin, la vérité et la vie, c'est que la vie est amour. C'est aussi simple que ça. La vie est amour. Et l'amour, c'est la force de promotion du vivant. La vie, c'est pas simplement une organisation, elle est une relation. Là où l'amour circule, la vie se renforce. Là où il disparaît, tout se dessèche. Le plus grand aveuglement de notre époque, c'est de vouloir comprendre la vie en oubliant l'amour qu'il apporte. Et ça, c'est fondamental. Et je vous le répète, c'est pas parce que quelque chose échappe à l'outil réductionniste, rationaliste qu'il n'existe pas. Hein. La science moderne, pas la science d'Ambroise Paré, hein, la science moderne voulait nous faire croire que toutes ces dimensions-là, elles sont insignifiantes dans les questions de santé, par exemple. L'amour, la foi, l'espérance sont au cœur. Et d'ailleurs, heureusement, maintenant, il y a quand même quelques scientifiques qui commencent à vraiment s'y intéresser, à le mettre en lumière. Alors, je vous ai parlé de ce repentir. Et pour moi, ce repentir est quelque chose de fondamental. Le repentir, hein, c'est ce moment, repentir, hein, c'est le moment où on change de pente.
hein, au sens étymologique, là encore, hein, je reprends, hein, parce que je sais qu'il y a une connotation religieuse très très forte, mais le repentir, c'est quand tu changes de pente. Tu étais sur la mauvaise pente et tu changes de pente. Et c'est très intéressant de voir à quel point les approches dogmatiques, elles aiment le repentir aussi. C'est un mot qu'elles aiment beaucoup. Mais par contre, c'est un repentir public, hein, d'autoflagellation, dans lequel tu racontes, et d'ailleurs souvent c'est pour justifier le zèle des nouveaux convertis, d'une certaine manière. Hein. Ah, moi, j'étais quoi? J'étais végétarien, et puis maintenant j'ai compris les légumes. La nana là, qui a écrit un livre là, sur les toxic veggies, quoi. Hein. Donc c'est une fille qui a bouffé des smoothies aux épinards tous les jours de sa vie, toute l'année, hein, qui s'en est bouffé des légumes et des céréales, parce que les gens qui sont végétariens mangent énormément de céréales. Elle s'est bourrée, elle est allée dans un extrême totalement délirant, parce que c'est une idéologue. Elle s'est fait mal. Donc à ce moment-là, elle a basculé dans une nouvelle idéologie. Elle a basculé dans le carnivorisme. Et d'ailleurs, pour montrer à sa nouvelle idéologie qu'elle en fait vraiment partie, elle est devenue la plus zélée des anti-végétariennes. Et c'est toujours comme ça. C'est-à-dire que le dogme te demande du repentir d'opérette. Il te demande de cracher sur l'ancien. En fait, il ne te demande pas de changer. Il te demande de changer d'habit. Il te demande de changer de discours. Mais tu restes un idéologue. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on voit actuellement des gens passer d'un camp à l'autre, mais ils restent toujours avec leur prisme idéologique, toujours avec leur peur et toujours avec leur méconnaissance du vivant. Moi, quand je vous parle de repentir, c'est quelque chose de radicalement différent. Le repentir, c'est quelque chose d'intérieur. Tu ne changes pas ton costume, tu ne changes pas tes déclarations, tu ne changes pas ton apparence. On s'en fout. On s'en fout. C'est pas là que ça se joue. La vie, elle est à l'intérieur. Donc le changement, il est à l'intérieur, pas à l'extérieur. Tu peux continuer à t'habiller, tu peux continuer à parler, tu peux continuer à faire tout ce que tu veux. L'important, c'est de comprendre là. De comprendre quelle est la dimension de ta responsabilité, quel est l'appel de la vie qu'il y a là, quelle est cette puissance, cette intuition qui siège, hein, au creux de ton cœur et qui te demande d'aller vers elle, qui t'appelle toute ta vie et qui te demande d'aller vers elle. Alors, le vrai repentir, je vous ai dit, il ne fait pas de communication. Le dogme, il veut de l'apparence, il ne demande pas que tu changes, il demande que tu l'affiches. Et je crois que le vrai clivage actuellement, on nous vend des clivages dans tous les sens, gauche-droite, hein, clivage politique, clivage religieux, clivage culturel. Moi, je pense que le vrai clivage, il est entre ceux qui veulent contrôler la vie et ceux qui veulent s'abandonner à la vie, et ceux qui choisissent de la servir. Le vrai clivage est entre contrôle et service, entre système et vivant, entre peur et confiance, entre domination et relation. Alors, sortir du dogme, je dirais d'une certaine façon, pour conclure cette série, c'est renoncer au fantasme de contrôle et consentir à la liberté du vivant, consentir aussi à la puissance du vivant, une puissance qui nous traverse, parce que je vous dis, j'en suis convaincu par la raison comme par la foi, je suis convaincu que le vivant ne se résume pas à un assemblage et une émergence d'un assemblage de cellules et de tissus, mais que le vivant traverse tout ça. Et l'idée de se faire traverser et porter par le vivant, elle est fondamentale pour moi. L'idée aussi, c'est d'entendre cet appel du vivant. Tous, à un moment donné, on va se retrouver au bord de la falaise. Et là va se poser la question, qu'est-ce que tu fais? Quel est ton choix? Est-ce que tu acceptes de t'abandonner ou est-ce que tu écoutes tous les gens qui ont analysé, qui savent très très bien pour toi, qui ont pensé pour toi et qui ont déjà des solutions pour toi? Ça, c'est la vraie question. Sortir du dogme, c'est pas devenir flou, c'est pas rejeter les outils, c'est remettre les outils à leur place, c'est accepter que la vie soit plus vaste que nos systèmes, c'est quitter la domination pour entrer dans la relation. Je vous ai dit en début, le problème n'a jamais été la complexité du vivant. Le problème, hein, c'est notre peur devant sa liberté. Et nous avons tellement perdu l'aptitude à la liberté que quand on voit la liberté de la vie, ça peut nous faire peur. Nous sommes devenus des animaux tellement domestiqués intellectuellement, domestiqués biologiquement, bien que nous avons peur de la liberté du vivant. Nous avons peur de là où le vivant pourrait nous amener. Et toutes ces vidéos, elles sont là juste pour vous redonner l'envie, pour vous redonner le goût, pour vous redonner le goût du choix de cette vie. Et elles ne sont là que pour ça. Parmi toutes les illustrations, on va continuer avec des vidéos, des jus, des témoignages et ainsi de suite, mais c'est toujours une seule et même illustration. Quand est-ce que vous allez faire le choix du vivant? Quand est-ce que vous allez accepter d'être libre à la hauteur du vivant? Je vous remercie vraiment pour votre écoute. Cette vidéo, elle me tenait vraiment à cœur, même si ce n'est pas une vidéo de physiologie pure,
mais elle est fondamentale à comprendre. J'espère que vous saurez la savourer à sa juste valeur, et je vous dis à dans quelques jours, très bientôt, tiens, on partira d'un témoignage, un très beau témoignage à vous livrer qui va vous plaire. Très très beau témoignage. Bonne régénération à toutes et à tous. Bonne vie et bon amour.